Et Jean-Claude Pont, bienvenue derrière Bonjour. ce micro, comme chaque mardi, pour notre plus grand plaisir dans le dossier, autour du commerce équitable, que vous connaissez bien, ce Oui. commerce équitable. Et c'est vrai que vous revenez cette semaine sur les différentes chroniques que vous avez tenues en cette année 2024. Oui, Il y en a eu beaucoup. Je crois que tout d'abord, vous souhaitez nous parler du travail des enfants. oui, le commerce équitable, c'est un des premiers axes le travail. C'est le travail en général, hein, même des adultes, mais spécialement des enfants. Et malheureusement, il y a encore plus de 160 millions, c'est des estimations, d'enfants qui travaillent dans le monde. Alors spécialement en Afrique, c'est pas très surprenant. C'est un enfant sur 5 en Afrique est confronté au travail. C'est quand même énorme, hein. Et c'est souvent pour subvenir Après, c'est l'Asie. aux besoins de la famille. Oui, voilà. Le principe, c'est que les parents ne gagnent pas assez pour souvent des paysans, hein, surtout dans les campagnes, hein. Donc il faut que les enfants mettent la main à la pâte. Alors, ce que nous, on n'interdit pas dans le commerce équitable, on a toujours dit que les enfants participent à la vie de la famille, Ouais. aident ponctuellement. Hein. Alors, ça revient à ce qu'on faisait en France. Pourquoi on a mis les vacances au mois de juillet? C'était pour participer à la moisson, hein. Mais il faut qu'ils puissent aller À à l'école. l'école. Ouais. C'est un des critères les plus importants. Et ça, c'est toujours pas le cas. Alors, j'ai évoqué ça, par exemple, les noisettes en Turquie, récemment, hein. Il faut savoir que les noisettes récoltées en Turquie, bien souvent, comme c'est très peu payé, les parents sont obligés de faire travailler les enfants avec eux. Et là aussi, ce sont dans des zones plutôt rurales, Jean-Claude Pont. Oui. Mais après, le travail des enfants aussi, puisque les enfants, c'est quand même on peut dire jusqu'à 18 ans, jusqu'à la majorité. Après, c'est aussi, là, plutôt vers l'Asie, hein, dans les usines de textiles, mais aussi, j'avais évoqué les poupées Barbie. Hein, les jouets, en général, au moment de Noël, là, 80-90% des jouets qu'on achète, ça vient d'Asie, de Chine, de Bangladesh, etc. Donc, ils sont payés moins cher et ça compromet aussi leur éducation. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait l'énergie qu'ils dépensent pour travailler, ils ne peuvent pas le consacrer puis, aux études. Et en Asie, traditionnellement, c'est plutôt le travail des jeunes filles, Oui. hein, qui quittent leur campagne pour aller travailler dans des grandes usines dortoirs, hein, puisque souvent elles dorment dans l'usine, dans des conditions plutôt insalubres. Est-ce qu'on peut etc. parler de semi-esclavage, Oui, d'une certaine façon, hein, oui, c'est ça, du hein, on est bien semi-esclavage, d'accord. oui, bien sûr. Vous avez Donc, aussi souhaité revenir avec nous sur la faim dans le monde, et c'est corrélé le sujet, Jean-Claude Pont. Vous Oui, en avez oui, parlé oui, en cette oui. année 2024. Oui, alors ça fait partie des objectifs du développement durable qui ont été fixés. L'objectif, c'était d'éradiquer la faim dans le monde en 2030. Et bon, malheureusement, on en est encore loin. Il y a plus de 700 millions, les chiffres varient, mais on peut peut-être mettre ça entre 700 et 750 millions de personnes qui souffrent réellement de la faim dans le monde, hein. Et là C'est aussi, ça correspond à ces zones géographiques que vous indiquiez tout à l'heure pour le travail des enfants. Oui, alors là aussi, Afrique, Afrique, Asie du Sud-Est. oui. Ouais. Afrique, un Africain sur 5 souffre de la faim. Et puis après, c'est l'Asie, Amérique du Sud. Mais il y a une amélioration quand même sur l'Amérique du Sud, globalement. Mais donc, on est loin des objectifs toujours, c'est de l'ONU, hein, C'est les la grands FAO objectifs. qui Oui, s'en la occupe FAO, notamment. la Banque Ouais. mondiale, tout le monde devrait intervenir. Mais Et puis il y a le climat aussi. oui, Parce oui, que, bien sûr. Oui. Alors, tout ça, c'est on va lié. en reparler tout à l'heure, mais il y a Oui. le jour du dépassement qui a aussi été évoqué. Alors je crois que c'était en août, hein, de mémoire. Oui. Alors le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on considère qu'on a puisé toutes les ressources que la nature est capable de régénérer en une année. Et donc, en 1970, il n'y avait pratiquement pas encore de jour de dépassement. On arrivait à tenir sur une année. C'était au 29 décembre qu'on dépassait donc un petit peu les réserves. Mais on est rapidement, tous les ans, ça a progressé d'une dizaine, voire une quinzaine de jours. Et on est arrivé au mois d'août. Alors, l'an dernier, en 2023, c'était le 2 août. Cette année, c'est le 1er août. Je me demande si je ne suis pas en train de mélanger d'ailleurs. Mais à un jour près, quoi. C'était un peu stabilisé. On avait progressé pendant la période du Covid parce qu'on consommait moins, on se déplaçait moins, on polluait moins, etc. Mais donc, on consomme
trop d'eau, trop de forêts, trop de terres arables. Oui, la déforestation, c'est un sujet aussi que vous avez abordé, notamment alors, aux États-Unis, mais aussi au Brésil. Oui, alors la déforestation, c'est la forêt amazonienne, on parle souvent le de ça. poumon de la Terre. Mais aussi en Indonésie, dans l'Asie. L'huile de palme. L'huile de palme, la déforestation en Indonésie, les monocultures, etc., toutes les monocultures. D'autant qu'il y a eu la COP biodiversité aussi que vous avez évoquée il y a pas longtemps. Oui, alors il y a des COP, il y a les 3 COP, la biodiversité, contre la désertification, pour la protection du climat. Alors il y a des bonnes idées dans les projets, des grandes paroles qui sont mises, mais malheureusement c'est les fonds, souvent, au niveau du financement, que ça bloque. Alors, il n'y a pas beaucoup d'avancées du côté financement là, sur ces 3 COP. Alors, sur la biodiversité, oui, moi, je suis totalement satisfait parce que c'est pour la première fois, elle a reconnu que les peuples autochtones, donc les populations amazoniennes, les tribus qui vivent dans la forêt, etc., étaient les gardiens de la biodiversité, qu'il fallait les protéger et qu'ils devaient faire partie intégrante du processus, avoir une voix dans les commissions. Donc ça, c'est important. Parce qu'ils connaissent bien la botanique, la pharmacopée naturelle. Oui, bien sûr. Oui. Ils savent se soigner avec les plantes. Oui. Et le deuxième point donc, favorable, ça a été qu'on a créé donc, un fonds justement pour toutes ces industries pharmaceutiques, etc., qui utilisent la génétique des plantes, donc qui dépendent de la connaissance de ces populations, et qui les utilisent sans payer, sans compenser. Donc maintenant, il y a la création d'un fonds qui va alimenter le soutien à cette biodiversité en Amazonie. Bon, par contre, d'autre côté, on est favorable aussi au Brésil, des abattoirs et des éleveurs de bétail ont été condamnés pour avoir déforesté, pour pouvoir faire de l'élevage sur des zones interdites. Ça, c'est encore un point favorable. Par contre, il y a quelques jours, notre Madame von der Leyen est allée là-bas signer le contrat avec Mercosur, alors que la France ou quelques autres États sont contre, mais donc risque d'introduire des viandes provenant de ces régions. Donc c'est inciter en quelque sorte à déforester sans respecter les règles en vigueur en Europe. D'où le mouvement des agriculteurs actuels aussi. Oui, d'où le mouvement des agriculteurs. Donc il y a d'un côté on avance, on fait des COP, on décide de lutter contre la déforestation, et puis de l'autre côté, on agit le contraire. L'Union européenne, toujours elle aussi, il y a quelques jours, a repoussé la loi qu'elle avait pris, le décret, là, pour interdire l'importation de bois venant de zones justement de déforestation. Il aurait fallu que, si on importe du bois, il y a la traçabilité, prouver que c'est des forêts bien gérées et non des coupes sauvages. Avec le label FSC, je crois, c'est ça? Oui, il y a différents labels pour ça. Et ça aurait dû rentrer en vigueur là à la fin de l'année. Et c'est repoussé au moins d'1 an. Parce qu'il y a des lobbies, oui, effectivement, comme vous l'indiquiez. Il y a des lobbies. Jean-Claude Pont, est-ce que ça a roulé pour Michelin? Vous avez parlé des salaires. Oui, on avait fait une chronique sur Michelin. Moi, j'avais découvert ça avec vraiment satisfaction parce que le salaire durable, c'est ce que préconise le commerce équitable depuis des années. En Afrique, mais aussi en Europe, pour que nos paysans vivent de leur travail, par exemple. On peut se réjouir une certaine politique française qui a fait que il devait y avoir négociation sur les prix, que les prix ne devaient jamais être inférieurs au prix de revient des agriculteurs. Et Michelin, donc, qui a quand même 132 000 ouvriers dans le monde entier, a décidé de créer un salaire durable. C'est-à-dire, salaire durable, c'est permettre à une famille les 2 parents plus 2 enfants, on a pris ce type-là, de vivre pendant une année en se nourrissant, en se logeant, en se soignant, en pouvant permettre l'éducation des enfants et pouvoir avoir une petite épargne pour résister à un éventuel événement négatif ou se faire plaisir. Voilà. C'est ça le principe. Donc, bravo Michelin.
Et on espère que ça incitera d'autres à avoir la même démarche. Et il y a eu des procès, notamment au niveau Vinci. Oui. Alors, il faut se réjouir aussi de ça. Par exemple, Vinci, alors ça avait fait scandale. On en a parlé beaucoup quand il y a eu la fabrication des stades, des hôtels et tout ça pour la Coupe du Monde au Qatar. Et il faisait très chaud et puis il y avait un système de refroidissement par les fauteuils. Donc sur le plan écologique, c'était pas écologique, mais surtout on sait que les ouvriers, c'était des ouvriers qui venaient d'Asie spécialement, qui étaient bien souvent disaient qu'on leur avait confisqué leur passeport, qu'ils ne pouvaient plus repartir, et ils avaient un référent au Qatar qui était un peu leur chef, ils ne pouvaient pas s'en défaire. Donc des années et des années après, ça prend toujours beaucoup de temps, mais il y a eu procès contre Vinci, contre la filiale qatari. Les bananes. Les bananes, oui. Alors, même chose, c'est la banane Chiquita. Alors Chiquita, c'est la plus grosse entreprise qui commercialise la banane depuis plus d'un siècle. Et elle a été condamnée parce qu'elle avait soutenu des milices armées en Colombie. Ces milices qui sont là pour terroriser les populations, les syndicalistes, les journalistes. Donc il y a eu des morts du côté des syndicalistes, des journalistes. Enfin, une grosse entreprise américaine des USA condamnée pour ses actions dans des pays du Sud. Voilà, on va terminer la chronique parce que le temps est bien avancé. Merci pour cette rétrospective. Merci à vous. Et on rappelle que Paul Watson est en prison, donc merci à celles et ceux qui se mobilisent pour pouvoir le libérer. À bientôt. Merci à vous.